journal Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous joindre après quelques semaines de vacances pour le Grand Journal. À la une de l'actualité, visite éclair du secrétaire d'État américain John Kerry en Haïti ce mardi. Il s'est entretenu au Palais national avec le président Martelly. John Kerry a réitéré le souhait des États-Unis en faveur de la poursuite du processus électoral en Haïti. Déploiement ce mardi par la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Haïti de 22 observateurs dans les 10 départements du pays. Entre autres objectifs de cette mission, observer les préparatifs concernant les prochaines élections. Peter Mulrayan, c'est le nom du nouvel ambassadeur américain accrédité en Haïti. Le remplaçant de Pamela Anwright a remis ce mardi au Palais national ses lettres de créance au président Michel Martelly. Et puis Haïti occupe la 137e position sur 144 pays dans le dernier rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité. La Suisse vient en tête de ce classement. La République dominicaine se retrouve à la 98e place. Et puis à l'étranger, l'État de Californie a ratifié la loi controversée autorisant le suicide assisté par les malades en phase terminale. Californie devient le 5e État américain à légaliser l'euthanasie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs, en visite de quelques heures seulement ce mardi dans le pays. Le secrétaire d'État américain John Kerry invite les Haïtiens à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain. M. Kerry a été reçu au Palais national par le chef de l'État, avec qui il a eu un entretien en présence des membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique dans le pays. À l'issue de cette rencontre, les deux hommes ont donné une conférence conjointe au Palais national. L'occasion pour John Kerry de renouveler le soutien de son pays au reste du processus électoral en Haïti. John Kerry au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Le président Obama et moi-même, nous encourageons tous les Haïtiens à aller voter le 25 octobre et à être patients pour éviter toutes sortes de désordres. Et comme je viens d'en parler au président Martelly, la violence et l'intimidation n'ont pas leur place dans le processus électoral. Et je sais que le peuple haïtien mérite bien davantage que ceci. Les États-Unis et la communauté internationale, nous sommes là pour travailler, aider le CEP pour avoir un processus beaucoup plus paisible et beaucoup plus facile que ce qui s'est produit le 9 août. Je désire réaffirmer l'amitié profonde et sans faillite du peuple américain envers le peuple haïtien. C'est votre devoir comme citoyen de participer dans l'élection. Nous voulons que les élections d'octobre et les autres tours se passent bien, car nous voudrions vous voir franchir le prochain seuil important, la transition vers une économie florissante et un système démocratique que vos citoyens méritent et dont ils ont besoin. Le chef de l'État, Michel Martelly, dans son intervention, a salué l'aide des États-Unis à Haïti dans plusieurs domaines tels que l'agriculture et la formation des agents de la PNH. M. Martelly a exprimé sa volonté de passer l'écharpe présidentielle à un président élu le 7 février 2016. Il a dit opter pour l'alternance démocratique comme la seule voie possible et envisageable. Le chef de l'État promet d'appuyer le reste du processus électoral. Les propos du chef de l'État, Michel Martelly, au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Je loue le ferme soutien des États-Unis à la poursuite du processus électoral qui doit s'achever d'ici la fin de cette année.
les deux gouvernements s'attachent mutuellement et continuellement au respect de l'échéance du 25 octobre et à la nécessité que le pouvoir présidentiel soit transféré d'élu à élu à la date que requiert la Constitution. L'exercice démocratique du 9 août était loin d'être parfait. Il a mis en exergue des faiblesses à la fois conjoncturelles et structurelles de notre système politique. Le CEP s'est engagé, et nous l'avons encouragé, à corriger tout ce qui peut l'être, afin que les élections qui auront lieu dans 19 jours soient meilleures. Pour sa part, le gouvernement continue à tout mettre en œuvre pour la bonne réussite du processus. L'accompagnement donné à la police sera renforcé en vue d'une meilleure efficacité le jour du scrutin. Haïti est résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes convaincus que l'alternance démocratique est la seule voie possible et envisageable. Et justement, sachez que le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a reçu ce mardi 6 octobre au Palais national les lettres de créance du nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, Peter Mulrehan, qui remplace à ce poste Pamela Anwright. Le diplomate américain a renouvelé l'engagement de son pays à accompagner le président Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. De son côté, le chef de l'État haïtien a exprimé sa volonté à travailler en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Haïti et les États-Unis. Comme annoncé également, la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Haïti a procédé ce mardi au déploiement de 22 observateurs dans les 10 départements géographiques du pays en vue d'observer les préparatifs concernant les prochaines élections ainsi que le déroulement de la campagne présidentielle lancée il y a plus d'une semaine. Le chef observateur adjoint de la MOE Union européenne Haïti met l'accent sur de meilleures préparations par le Conseil électoral provisoire afin de réparer les erreurs commises lors du scrutin du 9 août dernier. José Antonio de Gabriel au micro de Pierre-Lunique Revanche et Max Joseph. Nous considérons que les élections du 25 octobre sont particulièrement importantes. Elles seront plus complexes que celles du 9 août parce qu'on va voter pas seulement le premier ou le deuxième tour de législatif en fonction du fait que le CEP ait ordonné des répétitions ou non, mais on va commencer avec les élections présidentielles ainsi que les municipales. Donc il y aura plus d'urnes, il y aura plus de complexité. On s'attend à un taux de participation plus élevé qui est vraiment très important pour la démocratie. Le taux de participation, on l'a dit plusieurs fois, a été très bas lors du dernier scrutin. Et donc nous, on a l'espoir que cette situation change et que les Haïtiens se rendent en plus grand nombre aux urnes. Très important pour nous, le CEP a fait bilan des problèmes qu'on a vécus lors des derniers scrutins. Des problèmes d'espace dans les bureaux de vote, des problèmes très souvent de formation de membres des bureaux de vote, et deux problèmes aussi dans la gestion des mandataires. Donc il y avait tout un ensemble de problèmes auxquels qui le CEP devra adresser pour les prochains scrutins, que nous espérons soit mieux organisé que celui du 9 août passé, justement parce que maintenant on a l'expérience, on a identifié les problèmes. Intervenant sur la démission la semaine dernière du conseil électoral Néhémie Joseph, le chef adjoint de la MOE, Union européenne Haïti, dit respecter la décision du conseiller démissionnaire José Antonio de Gabriel et met le vœu que les secteurs vaudou et paysans désignent dans les meilleurs délais un nouveau représentant au sein de l'institution électorale, un remplacement de Néhémie Joseph, José Antonio de Gabriel, toujours au micro de Pierre-Lunique Revanche. On regrette, mais évidemment on respecte la décision du conseiller Néhémie Joseph. C'est une décision personnelle, il a clairement exposé ses motifs.
dans 3 lettres qu'il a adressées au secteur Voodoo paysan, au président de la République et au CEP lui-même. Donc c'est absolument respectable. On le souhaite le meilleur dans sa vie professionnelle et en même temps on espère que le secteur Voodoo paysan atteint un accord le plus vite possible pour proposer un nouveau candidat au président de la République et qu'il soit nommé pour que le CEP soit au nouveau au complet. Mais il ne faut pas non plus oublier que d'après le décret électoral et le vieux règlement interne du Conseil électoral provisoire qui date de 2008, si je ne me trompe pas, le Conseil fonctionne par majorité de ses membres, c'est-à-dire ils sont 9, donc les décisions sont adoptées par 5. C'est-à-dire que cette démission et les périodes transitoires jusqu'à son remplacement n'interrompent pas le fonctionnement normal du Conseil électoral provisoire. Autre point de l'actualité, on a appris que la résidence du candidat à la présidence sous la bannière du PHTK, Jovenel Moïse, a été attaqué ce mardi par des individus armés au niveau de Delma 83. Des échanges de tirs ont eu lieu entre les bandits et des agents de la police attachés à la sécurité du candidat Jovenel Moïse. Un des assaillants a été tué par balle et plusieurs personnes blessées. Il faut préciser que Jovenel Moïse n'était pas présent à sa résidence au moment de l'attaque. Lancement ce mardi par l'Office de protection du citoyen de la 5e édition du programme Éducation à la citoyenneté. Ce programme vise à inculquer aux élèves des notions de civisme et droits humains, former une nouvelle génération de citoyens. Tel est le thème retenu cette année pour le déroulement de ce programme. L'année dernière, la 4e édition était consacrée à plus de 59 000 élèves à travers 466 écoles. Écoutons à ce sujet les précisions du directeur de la promotion des droits humains à l'OPC, Jude Jean-Pierre, au micro de Roissy Antoine et Yvan Saïd. OPC, c'est un groupe d'animateurs qui allaient dans l'école tous les matins, qui sollicitaient de rendez-vous, qui prend 1 heure de temps par classe ou bien par séance pour présenter à Timounio un ensemble de notions sous droits de l'enfant, sous droits humains, sous civisme, droits et devoirs, sous rôle organisation pouvoir public sous fonctionnement de l'État et sous qui ça yo même yo supposé gagner comme bagage comme un citoyen modèle. De ce fait, objectif programme ça année thème officiel là, c'est former une nouvelle génération de citoyens. OPC voulait programme ça arriver sensibiliser de potentiels citoyens, notamment si moun dans l'école jeune yo, pour yo vivre l'autre type de citoyens qui respectent l'environnement, qui respectent la loi, qui respectent des principes et des valeurs fondamentales de droits humains. À cet effet, nous profitons de programme ça pour nous dire que le programme ça a plusieurs autres volets là-dedans. Notamment, il y a une session de formation qu'après organisée pour l'autre public cible, pour journalistes, pour agents PNH, pour cadres de l'administration publique, pour toute organisation et association qui est intéressée à gain de formation sur question ça. La 5e phase du programme Éducation à la citoyenneté a été lancée en présence du directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telfort, qui a salué la méthodologie utilisée par l'OPC pour partager avec les écoliers les notions relatives à l'éducation, à la citoyenneté. Il a par ailleurs souligné qu'un cours sur l'éducation à la citoyenneté est introduit dans le curriculum du ministère de l'Éducation nationale. Reynold Telfort était au micro de Roissy Antoine et Yvan Saïd. La présence du ministère de l'Éducation nationale dans l'événement, c'est déjà pour reconnaître le travail OPC et l'arrivée que nous gagnons même cible parce que le ministère là quand même gagne 3 millions d'élèves qui suivent un curriculum que le ministère là mettait en place et nous gagnons donc une intersection entre le public. Ce qui fait que dans le curriculum ministère là, très tôt, nous avons introduit l'éducation à la citoyenneté. Mais l'éducation à la citoyenneté, comme il n'est pas fait vraiment objet d'examen,
ensemble appareil éducatif là, prioriser discipline qui pourrait faire examen. Il faut nous toujours chercher une façon originale pour nous introduire notion. Et mécanisme que OPC utilise paraît non concluant sous forme de causerie. Il n'est pas obligatoirement son cours qui pourra le faire chaque semaine, mais il y a des activités qui pourra le faire et c'est en dedans activité que nous introduisons question. On va parler économie à présent. Haïti est classé à la 137e position sur 144 pays dans le dernier rapport sur la compétitivité mondiale publié par le Forum économique mondial. La Suisse occupe la tête de ce classement pour la 7e fois consécutive. La République dominicaine vient à la 98e position. Ce rapport permet à un pays de voir où est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres pays en vue d'améliorer ses faiblesses. Il prend en compte les facteurs les plus problématiques pour faire des affaires, dont l'accès au financement et l'instabilité politique. Écoutons le PDG du groupe Croissance Kessner Farrell qui présentait ce rapport ce mardi au micro de Wesley Antoine et Samus David François. Si nous regardons Haïti là, l'exigence de Bazio nous classer en 52e position, pendant que la République dominicaine 100e position et la Jamaïque classée en 94e position. Donc nous avons une détérioration qui fait l'affect institution en d'un pays d'Haïti. Le fait que le Parlement n'a pas existé aujourd'hui, Haïti perd du point, nous en 138e sur 140 pays avec 2,8. Au regard de l'autre pays que nous prenons en considération, le fait que le Parlement, si on veut fonctionner, comment il va de bons résultats. C'est pour vous dire que la compétitivité, c'est qu'on a fait économie simplement. Il est beaucoup plus large en quelque sorte. On regarde l'infrastructure dans le pays d'Haïti, 137e. Nous allons faire 2,0 sur 7. Et nous allons voir que République dominicaine 118e, Jamaïque 80e. Donc ça, on est capable de montrer que chaque variable, chaque note que le pays a fait, qu'a expliqué ce score final là, moyenne que le pays a réalisé. Le macroéconomie, Haïti 102e avec 4,2. République dominicaine fait une nette amélioration, 57e avec 4,9. Une plus grosse faiblesse à la Jamaïque, c'est l'affaire macroéconomie, côté classé en 51e position. Santé et éducation primaire. L'organe des niveaux de secteur Sahara, Haïti 102e avec 4,2. C'est le meilleur résultat. 125e, merci beaucoup. 125e avec 4,2. République dominicaine 51e avec 5,0. Égalé le résultat à la Jamaïque 70e avec 5,7. Donc, il y a pile espace que nous sommes capables de joindre pour améliorer à partir du secteur Sahara. Le bureau de l'ordonnateur national, de concert avec l'Union européenne et le ministère de l'Intérieur, a inauguré le week-end écoulé plusieurs infrastructures dans le département du Nord-Est, dont le ponceau reliant la ville de Trou-du-Nord au quartier Cité-Lavalas, la première place publique de Ferrier. Ludmilla Marc et Rwandi Henry étaient présents lors de l'inauguration du ponceau au Trou-du-Nord. Suivez leur reportage. Le ponceau reliant le centre-ville de Trou-du-Nord au quartier Cité-Lavalas revêt d'une importance capitale pour la zone. Cet espace, jadis une décharge à ciel ouvert, va permettre non seulement de faciliter la circulation, mais également l'évacuation des eaux en période pluvieuse. Les commerçants étaient à faire aux gens dans le marché dans Trou-du-Nord, c'est un véritable casse-tête parce que ils ne peuvent pas transporter surtout les gars la pluie. Ce projet conjoint est piloté par l'Office de management et des ressources humaines, le Bureau de l'ordonnateur national, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et la mairie de Trou-du-Nord. L'ordonnateur national, Charles Jean-Jacques, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degère, ont exhorté la population locale à bien entretenir l'infrastructure. Sans entretien, pas gagner capable de pour longtemps. Parce qu'il ne suffit pas de construire le pont, il faut que le pont, dans 10 ans, quand je reviendrai peut-être, que dans 10 ans, nous puissions tous traverser ce pont toujours et que ce pont soit toujours là et aussi beau qu'il est aujourd'hui, en ce jour d'inauguration. Cette réalisation marque le début d'une série de projets d'assainissement à Trou-du-Nord, indiquent les initiateurs. Les habitants de la commune croient qu'il en faut davantage à Trou-du-Nord. Certains déplorent qu'en plus des problèmes d'infrastructures routières, l'eau potable, l'électricité et la santé constituent entre autres problèmes urgents à résoudre. Comme c'est bon que tu mettez nous, la passe misère nous pas gagner.
Parce que même si on défend des marches, si on attend qu'on ne va pas nous joindre. Jeune vieux de l'eau, si on a il a plein vent, fait vent gros. Mais c'est type pour monter. Si tu continues à bien, il a bon pour nous. Il a déjà commencé pour nous, puis il a fini pour nous net. Les travaux de construction de ce ponceau a duré environ 5 mois, pour un coût de 8 300 000 gourdes. La construction de l'infrastructure a été financée par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la gouvernance et à l'investissement local. Mentionnons que ces inaugurations rentrent dans le cadre d'une série de projets exécutés par le Bureau de l'ordonnateur national et l'Union européenne dans le nord-est du pays, dont la construction de la première place publique de Ferrier, pour laquelle les travaux ont duré 10 mois et coûté 5 millions de gourdes. Écoutons à ce sujet les précisions de l'ordonnateur national, Charles Jean-Jacques, au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Cette place érigée au cœur de la ville de Ferrier est un ravissement pour les yeux, tel un joyau dans un cré d'élégant. Elle présente de nombreux atouts qui ne manqueront pas de réjouir Ferrois et Ferroises de tout âge au moment de la floraison. Population ville Ferrier. Pour projet place ça a été réalisé, c'est un pile travail ça a été demandé. En pile je t'attendais jusqu'à ce que mairie a été d'accord avec la population. Depuis mois janvier 2015, jeudi à nous dans le mois d'octobre. Nous avons gens équipe ingénieurs ouvriers qui ont toute énergie sous chantier. Ils font démolition, ils fouillent terre, ils font terrassement, maçonnerie, construit kiosque. Ils font bétonner allées, ils mettent bel espace qui parle recevoir verdu et la tribu. Pour tout le travail ça a été fait, c'est plus passer 5 millions de gouttes gouvernement haïtien. À l'Union européenne te mettait à disposition le programme Agile FIC là, en commune. Population ville là. Je demande nous pour nous prêter une voix. Pour me dire l'Union européenne merci. Je profite de tout pour me féliciter tout le monde qui travaille sur le projet place là. Responsable mairie, ingénieurs ouvriers, sans oublier tout membre association qui te baille bon gens l'idée pour faire rêve ça tout nos réalité. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, présent lors de l'inauguration de la place publique de Ferrier, a dit croire que la construction de cette infrastructure dans le nord-est du pays témoigne de la décentralisation prônée par les responsables de l'État. Il a par ailleurs appelé la population à bien entretenir cette place publique. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Le premier message, c'est que cette place publique, c'est un petit peu un symbole. C'est aussi un lieu de démocratie. Parce que c'est par le dialogue, c'est par la discussion, c'est par la palabre que vit la démocratie dans une cité. Et donc c'est important effectivement qu'il y ait une place publique ici aujourd'hui à Ferrier. Et donc c'est tout un symbole, je crois, qui est important pour nous. Le deuxième message que je voulais donner aujourd'hui, c'est que cette décentralisation, elle fonctionne, mais c'est aussi le fruit de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts engagés avec l'OMRH, avec M. Verdier, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, avec vous, M. l'ordonnateur, évidemment, avec tous les gens et tous les acteurs du programme Agile qui sont là avec nous et qui ont beaucoup œuvré pour que ce programme fonctionne et se réalise. Donc la décentralisation fonctionne, le fonds d'investissement sert, il est utile, il faudra réfléchir à sa pérennité. Ça, c'est le grand défi pour nous, pour demain. Un mot de sport à présent, mesdames, messieurs. Le monde du karaté Shotokan a connu un grand événement avec l'arrivée, bien sûr, de 2 experts en arts martiaux, à savoir le japonais Masaya Koyama, 8e dan, et le sensei Ramon Hiraldo, arbitre américain, qui ont dirigé un séminaire de karaté à l'hôtel Marriott. À suivre également dans ce dossier sport, les résultats du championnat national de première division. Suivez. Un cordial salut à tous nos amis sportifs. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la rubrique sportive Sport Plus dans le grand journal de Télésignal. L'actualité est dominée par la rentrée en Haïti du maître japonais Masaya Koyama, 8e dan, et du sensei Ramon Hiraldo, arbitre américain, et qui ont dirigé un séminaire à l'hôtel Marriott ce week-end. Eh bien, en fait, de séminaire technique, on avait spécifié notamment sur le Kion, le kata bunkai, comité compétition sous la direction de maître Masaya Koyama, et ensuite
dans un deuxième temps sous la direction du sensei Ramon Hiraldo et un séminaire, comme je vous l'ai précisé tantôt, d'arbitrage international World Karate Federation et Pan American Karate Federation. Une centaine de karatékas sortis dans les différentes villes du pays étaient bel et bien présents pour pouvoir apprendre de ces grands maîtres. La troisième partie de cette activité, c'était donc la cérémonie de remise des diplômes de premier dan aux élèves du dojo Abélard et des plaques d'honneur ont été attribuées aux karatékas qui y ont évolué durant les 10 dernières années. Demain, vous aurez l'opportunité d'entendre la réaction du Chéan Lionel Abélard, de Henri-Robert Abélard, du secrétaire général de la FAMDA entendue par la Fédération nationale des arts martiaux et des disciplines affinitaires, et certainement des élèves qui ont réagi après ce séminaire de haut niveau de ces deux grands maîtres, de ces deux grands experts, de ces deux maîtres japonais, Masaya Koyama 8e dan et du sensei Ramon Hiraldo, arbitre américain, pour ce séminaire. L'actualité sur le plan local est dominée sans conteste par le championnat national de première division. On en est à la 4e journée et les résultats, on a enregistré la victoire du Racing Junior des Gonaïves aux dépens de l'Inter de Grand-Goâve 1-0. Wanamet s'est imposé aux dépens de l'AS Mirbalais 1-0. Le Valencia a eu le meilleur aux dépens du Baltimore 1-0. Victoire de AS Petit Goâve face au Racine de Grosmorne 2-0. Le FICA s'est imposé sur son terrain face à l'América 3-1. Tempête et ASC se sont neutralisés 1 partout. L'Aigle Noir s'est imposé aux dépens de l'US et la Jeune 2-1. Et le Don Bosco a fait voler en éclat la défense du Roulado 4-1. On a enregistré également pour la 4e journée la victoire du Cavalier de Léogane aux dépens de la PNH. Et sur ces images, le Racing Club haïtien dans le derby Port-au-Prince s'est imposé aux dépens, encore une fois, du Violette 2-1 avec des buts de Ernst Jean-François, Wilkin Saint-Fort et Jean-Bertrand François. Voilà, c'était tout pour le sport. Demain, d'autres points suivront et vous aurez d'autres détails sur ce grand séminaire de karaté qui a eu lieu à l'hôtel Marriott à Turgeau autour de l'arrivée en Haïti de ces experts en karaté. L'actualité à l'étranger à présent, le directeur des ressources humaines de la compagnie Air France a été sujet d'agressions sévères de la part des salariés mécontents du plan de reconstruction qui pourrait atteindre près de 3000 emplois et prévoit le licenciement de 14 avions d'ici 2017. Le président français François Hollande condamne ces actes d'agression et exige que les agresseurs soient punis. Reportage Euronions. Ces images n'ont pas fini de hanter la compagnie Air France. Le directeur des ressources humaines, torse nu, chemise arrachée, contraint de fuir sous la protection de gardes du corps. Comme un autre cadre de l'entreprise, il a été violemment pris à partie lundi par des salariés en colère contre le plan de restructuration qui menace près de 3000 emplois et prévoit le retrait de 14 avions d'ici 2017. Ces images surréalistes ont fait la une de la presse internationale, The Times, La Stampa, El País et bien d'autres journaux. Le président François Hollande a vivement dénoncé de tels comportements. Ça compte le dialogue social. Et quand il est interrompu par des violences, par des contestations qui prennent des formes inacceptables, on voit ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'image, sur l'attractivité. Même fermeté affichée par Manuel Valls. Le Premier ministre s'est rendu ce mardi au siège de la compagnie où il a notamment rencontré les victimes des violences. Pour le chef du gouvernement, c'est toute la France qui est sous le choc. Rien ne peut justifier de tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. Il faudra des sanctions lourdes à l'égard de ceux qui se sont livrés à de tels actes. Plus de 5000 postes ont été supprimés chez Air France entre 2012 et 2014. Les prochains départs devraient se faire d'abord sur la base du volontariat, mais pourraient mener ensuite à des licenciements secs. Et puis la grande favorite démocrate pour la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, a annoncé son intention de renforcer le contrôle des armes à feu à travers l'adoption d'une loi draconienne qui omet de cibler le problème des fusils d'assaut à forte capacité de type AR-15, faisant des victimes dans le camp de la famille américaine. Détail dans ce reportage d'Euronews. Hillary Clinton en guerre contre les armes à feu. La candidate à l'investiture démocrate américaine s'est notamment engagée hier, si elle est élue, à supprimer l'immunité juridique des fabricants et des vendeurs d'armes. Elle se dit prête pour cela à agir par décret. L'ancienne secrétaire d'État était hier dans le New Hampshire.
Cette épidémie de violence, de fusillade ne connaît aucune limite d'aucune sorte. Combien de personnes doivent mourir avant que nous agissions, avant que nous nous unissions en tant que nation? Un discours qui intervient une semaine après la fusillade qui a fait 9 morts dans un campus de l'Oregon la semaine dernière. Barack Obama a lui aussi tenté de modifier la législation américaine après une tuerie dans une école primaire, mais il s'est heurté à la NRA, le puissant lobby américain des armes. Comme annoncé en titre, ratification de la loi controversée autorisant le suicide assisté par les malades en phase terminale en Californie, ce qui fait de l'État de l'Ouest américain le 5e à légaliser l'euthanasie. Cette loi permet aux malades de demander aux médecins de les prescrire un médicament précipitant leur mort. Reportage Euronews. La Californie devient le 5e État américain à autoriser le suicide assisté. La loi qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain permet aux malades en phase terminale d'avoir recours à une aide médicale pour mettre fin à leur souffrance. L'Oregon, le Montana, le Vermont et l'État de Washington ont une législation similaire. À présent, suivez la rubrique météo, mesdames, messieurs, avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour deuxième sortie bulletin météo pour jeudi mardi 6 octobre 2015. Une remarque que nous faisons, c'est que partie l'ouest et centrale région caribéenne les dominé matin par une masse d'air plus ou moins humide. Kounya, on a regardé que la température là est bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 24 degrés, là fait bon. Avec un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap-Haïtien, température là 25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Au Caille, température là 28 degrés, la fait plus ou moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une jolie brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 24 km par heure. Jacmel, température là 25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 7 km par heure. Jérémy, température là à 25 degrés, la fait bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 7 km à l'heure. Gonaïve, température là 22 degrés, la fait frais, avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km par heure. Fort-Liberté, température là à 21 degrés, la fait très bon, avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Inche, température là 19 degrés, la fait très bon, avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Port-de-Paix, température là 25 degrés, la fait bon, avec un ciel plus ou moins clair, chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km par heure. Miragouane, température là 25 degrés, la fait bon, avec un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km à l'heure. N'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave qui a la mer peu agitée, n'a dit pour prudent quand même. Et n'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud qui a la mer agitée, n'a dit pour prendre en pile précaution. Matin soleil a levé à 6h41, lit couché à 6h39. Le proverbe du jour: bateau bat chien blanc, c'est lit bat chien noir. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie bulletin météo pour jeudi mardi 6 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Radio Télé Signal.
Merci à Slaine Séjour. À suivre dans quelques instants, mesdames, messieurs, sur la chaîne 56 Télésignal, le premier débat présidentiel de GIAP avec les candidats Mario André-Sol, Amos André, Charles-Henri Becker, Steven Benoît, Jean Bertin et Harry Bretou. Et tout de suite, le rappel des titres avant de vous quitter. Visite éclair du secrétaire d'État américain John Kerry en Haïti ce mardi. Il s'est entretenu au Palais national avec le président Martelly. John Kerry a réitéré le souhait des États-Unis en faveur de la poursuite du processus électoral en Haïti. Déploiement ce mardi par la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Haïti de 22 observateurs dans les 10 départements du pays. Entre autres objectifs de cette mission, observer les préparatifs concernant les prochaines élections. Peter Mulrayan, c'est le nom du nouvel ambassadeur américain accrédité en Haïti. Le remplaçant de Pamela Ann White a remis ce mardi au Palais national ses lettres de créance au président Michel Martelly. Haïti occupe la 137e place sur 144 pays dans le dernier rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité. La Suisse vient en tête de ce classement. La République dominicaine se retrouve à la 98e place. À l'étranger, l'État de Californie a ratifié la loi controversée autorisant le suicide assisté par les malades en phase terminale. Californie devient donc le 5e État américain à légaliser l'euthanasie. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.